Hello guys, voilà une vidéo que je vais partager avec vous pour une prise de conscience. Une vidéo vraiment triste qui malheureusement où il y a perte de vie. Je vous laisse regarder la vidéo. Aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. Ahmed Konaté ne lavera plus de véhicules dans le lavage où il travaillait. Ce jeune homme de 26 ans, comme tous les jeunes de son âge, rêvait d'un avenir meilleur, d'une vie en rose dans laquelle il aurait le pouvoir d'achat. Débrouillard, dégourdi, il trouve du travail dans un lavage auto. Un travail qu'il faisait avec beaucoup de passion et de joie jusqu'à ce jour fatidique. Ahmed a été retrouvé mort dans une cellule dans un commissariat d'Abidjan. Comment s'est-il retrouvé dans cette cellule? Qu'a-t-il fait? Quelles sont les circonstances de sa mort? Focus Faits divers vous plonge au cœur de ce drame. Vendredi 12 novembre. Abidjan, la capitale économique, est en effervescence. Les habitants sont heureux à l'idée d'un long week-end qui s'annonce. C'est que le lundi 15 novembre est férié en Côte d'Ivoire. C'est la journée de la paix. Ahmed Konaté, ce jeune homme aux grands rêves, a aussi des plans pour ce week-end. Mais tout dépendra de son planning de travail. Ce jeune laveur de véhicules dans un lavage situé à la Riviera Palmeraie a enchaîné plusieurs petits boulots avant de se retrouver là. Il ne cesse de répéter à qui veut l'entendre qu'un jour il sera un homme important de ce pays. Tout le monde témoigne du calme et de la gentillesse du jeune Ahmed. Souvent dans son coin, il aime son travail et le fait avec beaucoup de sérieux. C'était l'un de nos meilleurs employés en question rendement et politesse. C'est un jeune qui est venu se proposer de travailler avec nous. Ahmed, c'est ce jeune-là qui était au début timide, mais quand après est entré je veux dire, a commencé à prendre des repères, a commencé à devenir un peu extraverti. Il aimait beaucoup, je veux dire, charrier ses collègues, beaucoup rire. Ahmed et son collègue Marius astiquent les nombreux véhicules garés dans le lavage ce jour-là. Épuisés, les jeunes hommes poursuivent leur travail tranquillement. Contre toute attente, un homme fait irruption dans le lavage. Il est en colère. Il s'agit du propriétaire de l'un des véhicules lavés un peu plus tôt. L'homme, furieux, accuse les jeunes laveurs d'avoir volé la barre de son pare-brise. Mais ces derniers ne reconnaissent pas les faits. Ils n'ont rien pris, ils n'ont rien volé. Ils sont même persuadés que ce n'est pas dans le lavage que l'objet a été dérobé, qu'il était impossible de quitter l'endroit sans constater l'absence de la barre de pare-brise. Marius essaie d'expliquer que l'objet a dû être volé dans un autre endroit. Sur le champ, j'ai posé question à le monsieur. Il dit, chef, excusez, mais lorsque vous êtes venu chez la voiture, tout n'était pas au complet. Le monsieur me répond que lui, il n'a pas vérifié lorsqu'il est venu chez la voiture. Il dit, mais c'est quelque chose qui n'est pas caché. Tu ne peux pas venir chez la voiture sans tu vois là où c'est quitté. Le monsieur dit non, que lui ne veut rien savoir. Pour ceux qui connaissent les véhicules, c'est les petites calandres qui sont sur les vitres. C'est une pièce qui est tellement visible que directement, quand tu la passes ton véhicule, avant de monter, forcément tu peux t'apercevoir du fait que cette pièce n'est pas là. Mais ils sont venus, ils ont pris le véhicule sans rien et ils sont partis. Et ces 40 minutes après, ils sont revenus pour signifier à la gérante qu'ils ont les laveurs qui ont pris une pièce sur le véhicule. S'ensuit une longue explication entre le plaignant et les laveurs. La gérante impuissante appelle son patron pour expliquer la situation qui prévaut. Le patron, en déplacement hors de la capitale économique, parle avec le client et le propose d'attendre son retour dans 3 jours pour régler le problème. L'objet volé coûterait 500 000 francs CFA selon le plaignant. Le patron du garage propose un remboursement après une contre-expertise, mais à son retour, car difficile de régler une telle situation à distance. Le client est d'accord pour attendre le retour de ce dernier afin de régler cette affaire. Un air de soulagement souffle dans le garage quand la pression finit par retomber. Marius et Ahmed continuent de clamer leur innocence. Cette affaire sera tirée au clair au retour de leur patron. Ils ont d'ailleurs hâte, car ils se sentent humiliés par cette accusation. Contre toute attente, le sieur Koulibaly revient, malgré l'accord conclu avec le propriétaire. Cette fois,
Il n'est pas seul, des éléments de la police l'accompagnent. Quelque temps après, le monsieur revient avec 2 agents. Une dame avec un monsieur. 2 policiers. Il dit non que il est laveur. On dit ok, montez. On dit non qu'on ne peut pas monter. Il dit on n'a qu'à monter obligatoire. On dit on ne peut pas monter. Parce qu'il n'y a pas de convocation, rien du tout. Et puis on nous dit non que monter dans la voiture des plaignants, on va aller à la police. Nous on dit on ne peut pas monter. Donc ils ont commencé à nous forcer. Donc dans ça, ils ont demandé qui a lavé la voiture. Mon collègue a dit c'est lui. On dit qui a déplacé. Je dis c'est moi. On dit monter. On est monté, plus la secrétaire. Sans trop d'explications, ces derniers embarquent les 2 laveurs et la gérante enceinte de 4 mois. Le patron, informé de la situation, ne manquera pas de marquer son étonnement. Ont-ils reçu une convocation? Cette procédure est-elle légale? Avant même qu'ils viennent chercher au lavage, ils n'ont pas envoyé convocation, rien du tout. Et c'est arrivé là-bas que non, elle a fait convocation pour nous donner, pour partager à nous 3, pour dire non que dès la réception. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'une juridiction compétente démontre le contraire. C'est ça. Et la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Nous sommes dans un pays où on ne doit pas faire n'importe quoi. Lorsque vous estimez que une personne a commis une infraction, vous l'interpellez, vous lui dites pourquoi est-ce que vous l'interpellez. Ça, c'est le plus important. Vous dites pourquoi vous l'interpellez. Une fois que vous l'avez amené à la police ou à la gendarmerie, vous informez. S'il s'agit d'un militaire, vous informez le commissaire du gouvernement. Si c'est un civil, comme dans notre cas du laveur en question, vous informez le procureur de la République et vous suivez les instructions du procureur de la République. Aucun policier, aucun gendarme, aucun OPJ ne peut prendre des décisions seul sans avoir référence du procureur de la République. En absence d'explication claire, le patron plaide pour le relâchement de ses employés et demande au commissaire de police de leur donner une convocation à laquelle il viendra répondre le mardi dès son retour. La seule chose qu'il obtiendra dans ce plaidoyer, c'est le relâchement de la jeune gérante, enceinte de 4 mois. Marie, la mort dans l'âme, quitte le commissariat, profondément inquiète pour ses collègues, car cette journée prend une allure cauchemardesque, totalement inattendue. Les choses s'accélèrent. Les 2 laveurs sont en garde à vue au commissariat du 18e arrondissement. La marche arrière semble impossible. La nuit tombe. Une nuit qui s'annonce difficile. Les 2 garçons essaient de comprendre ce qui leur arrive. La journée avait pourtant si bien débuté. Comment peut-elle se terminer dans cette cellule si affreuse, si lugubre? Quand nous-mêmes, on nous a mis là-bas, en tout cas, moi-même, j'ai eu peur. C'est un lieu que je n'ai jamais fréquenté, je n'ai jamais rentré dans ces lieux, parce que moi-même, je ne sors pas trop. Donc, ça fait ces trucs-là, je n'ai jamais vécu ces trucs. Donc, le début, j'ai eu peur. Il peut dire que non, on a eu peur, on a eu peur. On a eu peur. Même quand on te donne la nourriture, mais la nourriture même, ça ne te dit rien. Parce que, d'abord même que on n'a rien fait, puis on est dans ces endroits, nos cœurs coupés déjà. Cette nuit passée en prison a été pénible, douloureuse pour les 2 laveurs. Mais elle a été plus difficile encore pour le jeune Ahmed, qui a l'air malade. Il ne supporte pas cet environnement carcéral dans lequel il s'est retrouvé en moins de 24 heures. Il a du mal à respirer, il fait une crise. S'agit-il d'une crise de panique? Personne ne peut le dire avec exactitude, mais visiblement, il va mal. Donc quand je parlais, il disait que non, je suis en train de mentir, que non, mon collègue ça va qu'il veut fuir. Il dit non, depuis le lundi on était ensemble. Si ça n'allait pas chez lui, alors ça va que ça n'allait pas. Parce que ça va chez lui. Si je vous appelle de venir le prendre par l'hôpital, quand on est là-bas, ça va. S'il est couché, que ça il n'arrive pas à se lever, c'est que ça n'allait pas. Donc ils ont regardé. Après ça, ils sont partis. Ils ont appelé l'autre, il est venu regarder. Donc, ils ont dit, ok, comme c'est comme ça, vers les 18h là-bas, ils nous ont fait sortir un à un. Mais juste devant, il y a un autre comptoir qui est là. Ils nous ont gardé là. Et maintenant, ils ont dit, ah, il faut te lever. Il n'arrive pas à se lever. Lève-toi, il n'arrive pas à se lever. Maintenant, parmi eux, il y a un qui est là. Ils ont demandé à l'autre, il faut le soulever. Il dit, mais là-bas, sans lui, il ne peut pas rentrer. Là-bas, sans lui, il ne peut pas rentrer. Il dit, non, lève-toi, il n'arrive pas à se lever. Donc, l'autre a demandé matraque. Et ils l'ont donné matraque. Et l'autre a dit, tape en bas de ses pieds. Il a commencé à le taper. Mais il n'arrive pas à se lever. Donc, dans ça, ils l'ont poussé pour faire sortir. Quand ils l'ont fait sortir,
Ils ont dit non, que mélote-le, ils l'ont méloté. Il n'arrive même pas à se lever. Avec tout ça, ils l'ont méloté. Donc ils l'ont soulevé, il s'est levé et ils sont partis. Son collègue, Marius, insiste auprès de la police pour qu'on prenne soin de lui. Quelques minutes plus tard, Ahmed Konaté est conduit à l'hôpital par les agents de sécurité. Il sera ramené en cellule peu de temps après. Le jeune Ahmed n'a rien de grave selon les agents de santé, chose que son collègue Marius ne comprend pas car son état ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Nous sommes dimanche. 2 jours sont passés sans amélioration. Il est 17 h. Ahmed Konaté pique une autre crise et se tord de douleur. Cette crise est plus violente que la première. Le jeune homme est totalement désespéré. Il demande enfin de l'aide. Marius est inquiet car son collègue va vraiment très mal. Il a du mal à respirer. Il se met alors à frapper à la porte désespérément pour attirer l'attention des agents de sécurité, mais sans succès. Les policiers pensent que le jeune Ahmed fait semblant d'avoir mal. Ils pensent à une stratégie d'évasion. Après tout, ce ne sera pas la première fois qu'un détenu tente de se comporter de la sorte, dans l'intention de s'évader. Marius insiste. La douleur de son voisin de cellule lui fait oublier la sienne. La porte étant en fer, la frapper avec tant de hargne lui a causé des blessures. Sentant que la vie d'Ahmed est en jeu, il ne se décourage pas. Il frappe de plus belle, il frappe encore et encore. C'est alors que les agents de sécurité viennent à son secours. Vers les 21h, beaucoup, ils sont venus avec lui. Il était tout mouillé. Et quelque temps après, quand il était couché, le soufflet, j'entends qu'il mangeait sa dent. Donc j'ai dit non, que tu manges quoi? Mais il ne me répondait pas. Donc, en mettant dit à mes collègues là, ah, qu'est-ce que ça là? C'est un peu bizarre. Donc on a continué à taper. Taper, mais personne ne vient regarder pourquoi on tape. Il était couché, donc je l'ai renversé pour pouvoir, il voit que Salif l'attend de sortir. Sa Salif a commencé à sortir. On a continué à taper. C'est déjà tard. Il est déjà mort. À partir de ce moment, tout est flou et confus. Impossible de dire avec certitude ce qui s'est passé ensuite. Les versions divergent, mais Ahmed est mort. Les conditions de sa mort ne sont pas élucidées. Son collègue et compagnon d'incarcération affirme qu'il est mort dans la cellule. Mais le commissariat du 18e arrondissement soutient le contraire. Le jeune homme serait mort à l'hôpital où il a été conduit après son malaise. Quand il est mort, j'ai regardé l'heure, il était 23h13. J'ai regardé l'heure. Et ils sont venus voir que vraiment, c'est un truc, ça ne va pas. Qu'il est déjà mort, donc ils sont allés causer là-bas entre eux. On était toujours dans la cellule là-bas, avec lui. Les compagnons de cellule d'Ahmed ne démordent pas. Le corps sans vie du jeune homme aurait été rapatrié dans un corbillard, emmené nuitamment dans le commissariat. Mais au lieu d'informer la hiérarchie, c'est-à-dire le préfet de district, le commissaire de district, ils ne l'ont pas fait. Ils ont tenté de camoufler la mort. Ils ont pris le petit dans leur cargo. Ils l'ont envoyé au centre communautaire d'où il était venu la veille pour que le médecin là-bas puisse dire qu'il est mort à l'hôpital. Malheureusement, le médecin qui était là-bas n'a pas marché dans la combine. C'est comme ça qu'ils ont appelé une ambulance au niveau du CHU des Engrais. Dieu merci, l'ambulancier qui est parti prendre le corps dans leurs mains est encore vivant et travaille au CHU d'Engrais. Et je l'ai rencontré, on a échangé. Il est encore vivant. C'est un mort qu'on a sorti du cargo des policiers du 18e arrondissement pour lui remettre. Que ce soit à l'intérieur de la cellule ou à l'hôpital, Ahmed Konaté a quitté ce monde. Il est parti sans réaliser son rêve. Il laisse sa famille, ses collègues, dans une douleur immense. L'affaire alimente les conversations. Les parents d'Ahmed sont meurtris et décident de porter plainte, car pour eux, les agents de police sont responsables de la mort de leur fils. Ils les accusent d'abus. Le commissaire du gouvernement décide alors d'ouvrir une enquête et ordonne une autopsie.
Les éléments de police en charge du dossier vont être relevés de leurs fonctions et mis en garde à vue. De ce que les enquêteurs m'ont rapporté, un jeune homme en compagnie d'un autre était en garde à vue et que quelques instants après, il a ressenti des douleurs à la suite desquelles il est décédé. Comment est-ce qu'il est décédé? Pourquoi il est décédé? Quelles sont les circonstances réelles? Ce sont des choses qui sont contenues dans le rapport d'enquête que nous n'avons pas pour le moment et qui va nous parvenir. Mais pour le moment, je pense qu'il s'agit d'un dossier pénal. Et un dossier pénal, surtout devant le tribunal militaire, c'est un dossier extrêmement important où toutes les parties, c'est-à-dire la défense, ceux qui sont impliqués, ceux qui sont mis en cause, parce qu'actuellement ils sont simplement mis en cause, ils ne sont pas, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des gens qui sont coupables, ce sont des présumés innocents, ils sont seulement mis en cause. On n'a pas dit qu'ils ont commis tel ou tel fait. Ce sont des personnes, ceux qui pèsent des soupçons, mais pas ceux qui pèsent des preuves. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore aux preuves. C'est justement ces preuves-là que nous sommes en train de réunir pour savoir si elles sont suffisantes pour les envoyer devant un tribunal ou pas. Les parents du jeune Ahmed n'arrivent pas à comprendre et à réaliser que leur petit garçon ait quitté ce monde dans des conditions si tragiques. Injustice a été commise par la légèreté des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Donc l'État de Côte d'Ivoire doit assumer ses responsabilités. Et la police est amusée parce qu'un officier de police judiciaire qui reçoit une plainte doit donner des convocations. Si une tenante se lève avec un officier de police à bord pour aller arrêter les enfants. La police détient-elle des informations qu'elle ne peut pas communiquer au public? Près de 9 mois après les faits, les résultats de l'autopsie ne sont toujours pas rendus publics. Que révèle l'enquête? Ahmed Konaté serait-il toujours en vie s'il n'avait jamais mis les pieds dans cette cellule? Cette affaire au goût morbide met-elle à nu les réalités des lieux de détention provisoire en Côte d'Ivoire? On ne le saura pas d'aussitôt. Les policiers mis en cause dans l'affaire, quant à eux, risquent 20 ans de prison. La famille attend toujours des explications sur les circonstances de la mort du jeune Ahmed. Bonsoir. Le monsieur qui est accusé, c'est laveur. J'espère qu'aujourd'hui, l'histoire est classée. Voilà, pour vous tous qui avez regardé, c'est une ancienne vidéo, mais qui est une vidéo qui est édifiante. Il faut qu'on fasse attention. Le mensonge est quelque chose de très grave. Voilà, il faut aussi que les autorités fassent leur boulot bien. Voilà, les gens qui ne font pas bien leur boulot, ça c'est dans tous les pays. Mais ce qu'on a eu à voir là, c'est vraiment triste. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais il faut que ça soit un éveil de conscience. Il ne faut pas être méchant si franchement nous savons que ce que nous sommes en train de faire, va causer du tort à autrui. Moi franchement, je ne crois pas que ces jeunes-là, ils vont voler ce qui est... Voilà, moi personnellement, je ne crois pas que ces jeunes-là vont voler ce qui a été mentionné dans la vidéo. C'est dommage qu'il y ait une mort d'homme. Si cette accusation a été faite de manière gratuite, le frère qui regarde cette vidéo, franchement, il faut que tu pries Jéhovah parce que ça a été quelque chose de pas gentil. Accuser des gens qui n'ont peut-être pas volé tes choses, c'est pas des choses à faire, franchement. Pourquoi Marius va mentir? Si Marius appelle, si Marius vous appelle pour vous dire que son ami n'est pas bien portant, moi je pense que c'est la moindre des choses en tant qu'humain, venir et puis voir ce qui se passe. Le mec il tape la porte, il a tapé jusqu'à ce qu'il se blesse et tout ça. Franchement, c'est triste. Maintenant, je suis sûr aussi quand ils ont pris Draki les morts, quand ils ont pris Draki la douffe, c'est là ils sont allés se concerter là-bas pour essayer de voir quel mensonge ils vont avoir à dire. Faites votre boulot bien. Franchement, je ne pense pas que Marius va mentir. Je ne pense pas qu'il va mentir. Il va mentir au fait pourquoi. Il va mentir pourquoi. Quelqu'un qui ne bouge pas à côté de lui, il sait très bien que la personne n'est pas en bon état. Trop de trucs bizarres. Tout ce qu'on fait là, il faut que vous sachiez qu'il y a un Dieu qui nous regarde. Voilà, il y a un Dieu qui nous regarde dans tout ce qu'on fait sur terre. Ce qu'on fait aux autres peut nous arriver aussi. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui voyaient cette histoire, partagez-la pour éveiller des consciences. Voilà.
C'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Nul n'est à l'abri de ce genre de choses. Il faut partager ces vidéos pour conscientiser, pour dire aux gens que les gens sont des humains. Avec l'odeur des commissariats de là-bas, je suis sûr que peut-être ça fait qu'il a eu une infection. Je ne sais pas. Que pensez-vous qu'il a eu? Écrivez-moi en commentaire. Pourquoi subitement il a eu ce petit malaise-là? Est-ce que vous avez eu à avoir ce genre de malaise? Vous avez déjà fait des commissariats avec les odeurs qui sont là-bas? Moi, je ne sais pas, mais j'ai entendu parler. Faites-nous savoir en commentaire. Ce que vous pensez a été, comment on appelle ça, a été la cause de la mort de ce frère. D'accord à la famille, en tout cas, qui a perdu le fils. J'espère que l'histoire est classée aujourd'hui. C'était votre boy Defo Star. Ouais, bye.